bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec mon grand ami Théo de Saint-Rémy. Comment tu vas, mon Théo? Oh bah, moi je vais très très bien, ça fait même longtemps que j'ai pas été aussi bien d'un point de vue rugbystique après une soirée pareille et un tournoi pareil. Donc ravi également d'être là et on pense à nos potes qui sont pas là mais qui ont aussi des étoiles plein la tête si j'ai bien compris, on les embrasse. Oui, exactement. C'était un super week-end de rugby. On va parler de tout ça. Mais est-ce que je peux démarrer avec un petit news de Tom Brady? Alors, très très court Thierry, parce que là, on adore le sport US au pack de potes, on est d'accord, mais là, aujourd'hui, ça peut pas être la priorité. Alors, Tom Brady étant ce qu'il est, et en plus étant marié avec Gisèle Bündchen, ok, mais très court. Ok, finalement, il va pas faire sa retraite. Donc voilà c'est cette petite nouvelle qui est sortie la semaine dernière. Mais allez, Les diamants sont éternels, Thierry. je pense que c'est lui, il a du mal à quitter le terrain. On y va, on va direct dans ce week-end fabuleux week-end de rugby de Six Nations. Franchement, plein de matchs super agréables. Et bien sûr, on va finir avec notre match à nous, qui était juste fantastique. Plein d'émotions, même 48 heures après, même, je pense, une semaine après, même pour des années après, on va avoir ce sentiment de, tiens, cette équipe-là, on est en train de vivre quelque chose. Absolument. Pack de potes, terrain 10. Allez, on y va direct dans le démarrage de ce week-end. C'était Pays de Galles contre Italie. Côté gallois, Drew Davies, Joe Jones. Le retour de notre ami Alwyn Jones aussi. Donc ça fait du bien. Nouvel centre qui est là avec qui a un super nom, Hala Holo. Italie, on a la capitaine qu'on aime bien, Lamaru, il y a Gabrielsi en 10, il y a Montana Ioana et bien sûr le jeune Angel Capuzzo, deuxième sélection, une fois titulaire, c'est première fois titulaire, c'est 2 essais de semaine dernière, donc on va parler beaucoup de lui. Le match démarre avec une défense de l'équipe bleue, Maul gagné, les premières minutes sont assez défensives, pas vraiment un match à 100% j'ai trouvé, sauf Ione qui est très dangereux. À 11 minutes, il y a un petit percé des Italiens et on voit quelques pénalité par Garbessi, c'est 6-0 pour le début de ce match. Reece Zammit commence à faire la différence entre lui et Josh Adams, ils montent leur vitesse et c'est essayé par le 13 Owen Watkins, donc 7-6 pour Pays de Galles. Mais Garbessi tape un chandelle et les récupère, il botte une pénalité aussi. 7-9 Italie qui devient 7-12 Italie, notamment le numéro 2 Nicotera et le numéro 5 d'Italie jouent super bien, je trouve. Des très belles occasions pour les Italiens. Ils mènent à la mi-temps 12-7. Oui, c'était surprenant de les voir mener à la mi-temps, sans essai certes, mais c'est pas à ça qu'ils nous ont habitués ces dernières années, donc il y avait déjà une petite graine d'espoir. Oui, et donc cet espoir, ça continue à 45 minutes avec Guillaumet qui a une super occasion, mais un peu trop gourmand à la fin. Le super plaquage de Josh Adams qui sauve l'essai, mais ça va pas durer. Il y a les grosses poussées devant. Il y a Dewey Lake, le talonneur rouge, qui marque un essai 14-12. Les rouges gagnent pour l'instant. À 54 minutes, les Gallois sont dangereux. Coup de pied dans le camp des Bleus. Capozzo les récupère dans son embut. Il passe à Ione qui fait un entamac. Il remonte, coup de pied à suivre par le numéro 7, le capitaine, et c'est le pilier gauche qui est le premier qui est devant tout le monde. Il plaque le rouge et il récupère un pénalité. Un gros moment pour les Italiens qui passent en tête 15-14 pour les Italiens. Alwyn Jones sort à 60 minutes sous les applaudissements, mais c'était pas un super match pour lui, je trouve. En plus, dans ce match, on a l'impression que les Gallois sont toujours un peu plus fatigués. Mais finalement, c'est Josh Adams qui marque un joli essai individuel, 21-15 pour les Gallois. Italie a 10 minutes pour marquer et transformer un essai, mais les Rouges sont remontés maintenant. Wyn Jones tombe dans l'embut, mais ce n'est pas aplati. C'est le Stein italien qui l'a empêché. Les Italiens sont toujours sous pression immense, mais ils ne concèdent pas une pénalité. Et voilà, on arrive à l'action de match. Avec 2 minutes à jouer, le jeune Capozzo prend le ballon, il fait une course inspirée, il y avait des plaquages, check, et au lieu de marquer un essai toute seule dans le coin, il passe à Padovani, qui aplatit entre les poteaux. Ça assure le coup de pied de Garbassi, et voilà, les Italiens battent les Gallois chez eux. Première victoire en 7 ans, et quelle victoire! Ouais, c'est vraiment ce qu'on aime dans le sport en général, dans le rugby en particulier. Et c'est vrai qu'au Pack de Potes, nous, on a une affection forte pour cette équipe italienne qui fait de belles choses depuis quand même pas mal d'années. Ça fait 2 ans qu'on dit, on a vu arriver le petit Gabrizi, etc. Et ça fait 2 ans qu'on se dit, ils ont une génération peut-être pour commencer à écrire une nouvelle page du rugby italien. Et là,
le lutin Capozzo, parce que Capozzo, c'est 1m77, 71 kilos. C'est-à-dire des mecs comme ça, il n'y en a quasiment plus dans le rugby moderne. C'est absolument incroyable. Il y avait des gabarits comme ça dans les années 70, 80, 90, mais depuis les années 2000, il n'y en a plus des gens comme ça, ou presque. Et là, tu l'as dit tout à l'heure, il a marqué 2 essais pour sa première sélection la semaine dernière, mais 2 essais en une mi-temps, Thierry. Il était rentré à la mi-temps, le mec. Et là, l'action qu'il fait, elle est absolument sublime, parce que c'est une remontée de pas loin de 60 mètres. Il prend le ballon sur la ligne des 40 et il la donne peu avant la ligne d'en but, donc presque 60 mètres de remontée solitaire. Il doit effacer à lui tout seul, pourrait revoir l'action, au moins 7 ou 8 joueurs. Certains étaient regroupés par groupe de 3, mais il les a enrhumés quand même. Et il pousse la classe absolue jusqu'à ne pas aller chercher l'essai, mais à faire une remise intérieure magnifiquement réalisée après 60 mètres de course pour donner la balle d'essai. C'est vraiment l'action du week-end. Et franchement, pour les Italiens, pour ce jeune garçon, pour Garbisi qui était en larmes après sa transformation, et ils étaient tous en fait, là, tu sens, on l'a dit depuis quelques semaines, qu'est-ce que ça doit être dur de perdre, de reperdre et de continuer d'y croire et de se dire, mais un jour, ça va passer. Et le jour où ça passe et que c'est en plus à Cardiff que tu gagnes à l'extérieur 22-21 sur une action de classe comme ça, c'est vraiment absolument sublime. Et je dirais que ça a en plus été couronné par une action absolument magique aussi de Josh Adams, qui a été élu joueur du match, je sais pas si tu l'as vu, Oui. et qui a été chercher Capozzo sur le terrain et qui lui a donné la médaille d'homme du match. Et ça, je trouve que c'est un geste rugby, c'est aussi un geste sport collectif, c'est un geste d'humilité, et c'est un geste qui en dit beaucoup sur ce sport et sur les valeurs profondes qui animent les gens qui sont, encore une fois, profondément animés par ce sport. Anima, en latin, c'est l'âme. Ça tombe bien, c'est l'italien. C'est du latin, mais ils sont animés. Et Josh Adams, qui a la sincérité, la beauté de ce geste, d'aller donner sa médaille de joueur du match qu'il a reçu, mais il se dit non, c'est pas vrai, c'est toi le joueur du match, alors qu'il a été défait chez lui devant son public. Ça en dit beaucoup sur le bonhomme, et puis sur ce qu'on aime dans ce que le sport révèle des gens quand ce sont des gens bien. Voilà, ça c'est un grand plaisir pour ça aussi. Ouais, franchement, j'avais trop d'occasions pour pleurer dans ce match. Déjà, la tête de Garbisi qui vont être tombé en larmes après ce coup de pied, c'était trop magnifique. Et après l'autre avec Josh Adams, j'ai vu ce match en différé le matin après. Et franchement, ça me fait énormément de plaisir de voir ce match parce que ça vaut vraiment la peine en fait d'aller le regarder, de voir cette équipe d'Italie qui avait beaucoup d'énergie et ils ont juste fait face. Et c'était pas la même équipe quand tu penses que Pays de Galles face à l'Angleterre, ils étaient plutôt pas mal. Ils avaient de l'opportunité à gagner et face à nous, ils nous tenaient vraiment, c'était un bon match aussi. Mais là, vraiment, l'Italie a montré quelque chose là. Ça pointe quand même une fin de cycle du Pays de Galles. Même s'ils avaient gagné le tournoi l'année dernière, c'était une victoire quand même un petit peu en creux. Et je suis triste pour Alun Wyn-Jones, qui était titulaire pour la première fois depuis longtemps, qui perdent pour ce match à sa 150e sélection ou un truc comme ça contre les Italiens à domicile. Je suis profondément triste pour lui, mais en même temps, ça révèle une fin de cycle chez les Gallois. On l'a déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents. C'est pas par hasard si c'est les Italiens qui viennent débattre chez eux. Et si c'est au Pays de Galles que les Italiens gagnent pour la première fois depuis 37 matchs. Première victoire en 37 matchs du tournoi, ce qui était irréel. Voilà. Ouais. En fait, je voulais juste dire un petit mot pour Lamoureux. Il finit meilleur plaqueur de 6 nations. Il me semble qu'il est pas loin du record s'il a pas cassé, avec 86 plaquages dans ses matchs. Et en fait, il y avait juste plusieurs moments où il était tellement fatigué parce que tu vois que je pense qu'il a fait près de 20 plaquages ce match-là. J'ai pas les chiffres devant moi, pardon, mais c'est un truc de fou quand même. Et je voyais plusieurs fois qu'il était par terre blessé et il se remettait debout pour aller se remettre dans la ligne pour faire face à sa ligne rouge, ces dragons rouges qui venaient. Et j'ai vu 2-3 fois qu'il a fait des efforts comme ça et c'est juste, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. C'est vraiment quelqu'un de... Il est super, c'est un jeune joueur aussi, Lamoureux. Ouais. Donc, ils sont en train de construire un noyau. J'espère beaucoup qu'ils auront quelques autres joueurs et qu'ils arriveront à rivaliser. Voilà. Est-ce qu'on sera, nous, encore au pack de potes quand ils gagneront le tournoi pour la première fois, les Italiens? Je l'espère. C'est ça, ça va être bien. Mais c'est quand? C'est un sacré challenge d'attendre ça. Écoute, au cas où cet été, si vous cherchez un peu de rugby à regarder, ils vont jouer contre Canada et l'Argentine et USA. Bien sûr, les Eagles.
Ouais, c'est ça. Donc ça va être chouette de voir l'Italie contre USA. Je pense que ça, il faut que je mise ça sur mon planning. Évidemment, peut-être qu'on pourra faire un petit épisode même, Thierry. Tiens, quelle bonne idée. Allez, on passe au deuxième match. Donc c'était Irlande-Écosse. Avant match, le grand news, en fait, Finn Russell, c'était sur le banc. Si vous étiez curieux de pourquoi, en fait, après le match en Italie, en Rome, la semaine dernière, il y avait 6 joueurs qui sont retournés à le banc. Il y avait 6 joueurs qui sont sortis boire un coup dans un bar, qui était contre les règles de l'équipe, et notamment quand même le capitaine Stuart Hogg, Darcy Graham, Finn Russell. Ils sont sortis boire un coup. Ils étaient un peu sanctionnés quand même. Donc Finn Russell se retrouvait sur le banc pour démarrer ce match. C'est là où on voit que le rugby a beaucoup changé, Thierry. C'est sûr. À une certaine époque, c'est les mecs qui sortaient pas qui étaient sur le banc au match d'après. On est d'accord. Ouais, ils étaient punis parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de groupe. Ils allaient dans leur piole et en fait, on trouvait qu'ils mettaient le groupe en danger. Et maintenant, c'est dans l'autre sens. J'ai vraiment du mal, en fait, parce qu'en plus, c'est samedi soir, c'est après le match, c'est après la victoire, c'est après le voyage, c'est après tout ça, et ils n'ont pas le droit d'aller sortir boire un petit coup. Donc, effectivement, ça devrait être contre les règles internes de l'équipe, mais je trouve ça quand même, c'est pas des gamins non plus, quoi. Thierry, ce sont des Britanniques, les règles sont les règles. Ouais. Je deviens français alors, parce que là, franchement, je trouve ça trop quand même. Je trouve ça trop. Et en fait, tu as droit de boire une bière à la télé, d'aller dans les vestiaires de l'autre équipe, les donner une bière, boire une bière ensemble, trinquer et tout ça. Mais après non, à un certain moment, non, tu n'as pas le droit d'aller boire un coup avec tes équipiers. Peut-être qu'il y avait une heure limite. On n'est pas à l'intérieur du groupe. Ouais, bon, Thierry. Okay, peut-être qu'ils ont explosé la tolérance. Bon, en tous les cas, c'était un mauvais signe pour cette équipe d'Écosse qui, en gros, ils n'ont pas montré grand chose de super intéressant dans ce match-là. Franchement, c'était 15 ou 16 minutes avant que le jeune talonneur irlandais Sheenan marque un essai. Sexton la transforme. 5 minutes plus tard, en fait, ils sont de retour dans le camp écossais. Mais il y a quand même un certain Hamish Watson qui est là. 4 minutes plus tard, il y a un petit coup de pied de Sexton dans l'embout, mais encore, c'est soit Watson ou Darge. J'ai un peu de mal à les distinguer les deux. Ils ont tous surtout les deux que Watson, oui, mais Watson s'est coupé les cheveux, ce crétin. Alors avant, il avait toujours cette espèce de coiffure improbable qui nous permettait effectivement de l'identifier dans l'état, parce qu'il a un physique assez standard en fait. Watson, il est pas immense, il est pas énorme, il est juste costaud. Et cette coiffure était très pratique. Et là, maintenant, c'est vrai qu'il est plus difficile à identifier. Voilà. Mais quand même, ils ont l'air de frères, Darge et Watson. Bon, bref, c'est 14-0 après un essai du pilier Healy pour Irlande. Moi, j'aime bien Wayne Barnes, d'ailleurs, comme arbitre. J'aime bien la façon qu'il parle aux joueurs. Il est très communicant. Les Écossais, finalement, ils ont un peu le ballon, mais rien d'excitant jusqu'à 33 minutes. Il y a Darcy Graham qui met les cannes et les enfants, ils mangent un peu d'herbe. Et c'est un très français, Pierre Schumann, qui marque un essai pour les Écossais. Donc, le coup de pied de Kinghorn n'est pas aussi propre que son moustache, malheureusement. Donc, c'est 14-5. On reste là pour le mi-temps. Schumann, il est d'origine sud-africaine. C'est le quota sud-africain de l'équipe. De l'équipe écossaise, c'est pour ça, qui s'appelle Pierre, comme Bernard Leroux s'appelle Bernard. Voilà, merci pour la clarification. J'avais un peu oublié, en fait, que ça serait mieux pour nous si l'Écosse gagnait ce match, mais en fait, je pensais vraiment pas que ça allait arriver. Irlande était vraiment beaucoup trop fort pour l'Écosse. Le match redémarre. Oups, désolé, il y a un petit trou dans mes notes. Je pense que j'ai roupillé tranquillement sur le canapé. C'était pour me préparer pour le grand soirée à venir. Les Irlandais ne relâchent pas la pression. Les Bleus d'Écosse, ils ont fait plusieurs coups de pied dans leur but pour espérer un peu. Finalement, c'est le Josh O'Vanderflyer qui marque le 3e essai pour 21-5. Les Écossais sont pas loin, 73 minutes, mais ils concrétisent pas. Les Irish sont menaçants avec 5 minutes à jouer. Ils marquent l'essai du point de bonus par Murray. Donc, ils gagnent assez facilement les Irish. C'était un match, c'est pas sûr si je veux dire ça, pale in comparison par rapport aux deux autres de ce week-end. Oui, c'était un match qui n'avait d'enjeu pour nous que de voir gagner les Irlandais pour conserver un petit peu de pression, puisque si on perdait contre les Anglais, on pouvait perdre le tournoi si les Irlandais gagnaient. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais grosso modo, on s'en foutait complètement puisqu'on voulait gagner, nous, contre les Anglais. Tu vois ce que je veux dire ? C'était très clair la semaine dernière. Voilà. Et par contre, moi, je suis juste content pour les Irlandais, parce que c'était la Saint-Patrick ce week-end et que gagner contre les voisins écossais à Dublin, et
fêter la Saint-Patrick derrière, c'est juste sympa pour les Irlandais, voilà. On est content pour eux, mais honnêtement, on s'en foutait complètement. Voilà. C'est vrai. C'est la vérité. Ouais. Il faut dire la vérité. C'était bien déjà de regarder un peu de rugby pour se préparer mentalement pour notre match à nous. Oui, et puis les Irlandais ont quand même un jeu extrêmement léché, et même si on fait une petite sieste parce qu'il n'y a pas d'enjeu, c'est toujours du beau rugby à voir quand tu as Sexton aux manettes et nous qui aimons les deuxièmes lignes, quand tu as Ian Anderson et Tagburn sur le terrain, tu sais que tu vas pas t'ennuyer. Ils ont une super équipe, voilà. Ils sont juste un peu moins bons que les Français vu qu'on les a battus, mais ils sont super bons. C'est vrai. Allez, maintenant on passe à la finale quand même de ce Six Nations. Pour le compo de la France, pas de surprise, la même équipe qu'on adore, avec le retour de Damien Penaud, et donc c'est Danty qui est au centre. Par contre, j'ai regardé un peu le jour que ça sortit ce compo, et j'adorais la façon que Ibanez parlait aux journalistes. Il disait AC, le conditionnel, je le déteste, il faut enlever le conditionnel de la langue française ces 3 prochains jours. Et c'était juste magnifique sa façon de parler avant le match, c'était super bien dit. Côté Angleterre, Eddie Jones a pas mal joué avec son line-up. En fait, on a le retour des vieux avec Youngs qui revient en 9 et George qui revient en talonneur. On a un pack qui est un peu plus léger, en fait, 50 kilos de moins que notre pack à nous. Il n'y a pas de Curry, il n'y a pas de Sinclair et Marler qui sont sur le banc, ces deux-là. Il y a Stewart qui est normalement en arrière, mais là, il joue L. Et il y a un certain Douglas Fairbanks, pardon, c'est pas ça, mais c'est Fairbanks qui joue en 15. Quand même, Jones se sent assez en confiance pour dire qu'il a son plan Dupont et que ça va fonctionner à merveille. Oui, la suite lui a donné tort. Et je pense qu'on reparlera de l'avenir d'Eddie Jones, qui, à mon avis, ne s'écrit pas aux manettes de l'équipe d'Angleterre. Je l'avais déjà dit un peu avant le tournoi. Et là, je pense qu'il va sauter. Je peux me tromper, mais je pense qu'il va sauter. Et pour ajouter un peu de piment à ce match, il y avait quand même Jaco Pepper comme l'arbitre qu'on connaît très bien du petit match il y a un certain temps dans la Coupe du Monde contre Pays de Galles. Le match démarre, on récupère un ballon, mais en avant par Jelange. Villiers, il est déjà chaud. J'amenais un peu partout dans ce début de match et Jaco Pepper manque une obstruction flagrante des Blancs. Les Anglais, ils envoient Gange pour faire des percées. Et qui gratte un ballon pour nous? C'est Aldrit. Et dommage, Ficou fait un en avant. Grosse opportunité ratée. Allez, bisous sur le front par Aldrit et on continue. Les Français ont l'air d'être en maîtrise, mais les gagnés, merci à Antonio. Jaminet nous donne les 3 premiers points. Les Anglais arrivent à gagner quelques ballons dans l'air, mais qui nous gratte un ballon? C'est Villiers, et après c'est Aldrit. Dante fait un passe vers un Penaud bien lancé, mais non, en avant. Villiers essaie sur la côté gauche, mais non, c'est pas grave, il aspire 6 Anglais vers lui, et 5 passes plus tard, Ficou marque côté droite, bounce pass pour Ntamak. Jaminet manque la transformation, 8-0 à 15 minutes. Les coups de pied de Dupont, ils sont bons. Je pense que nous aussi, on a eu un plan Dupont. Toujours Gange sur les relances, pénalité contre Antonio, 8-3. Grosse faute du 11 anglais qui assassine Jaminet dans l'air, mais Jaco Pepper a trouvé un moyen de donner la faute contre nous. Bof. La France est quand même en jambes, ça va marquer. Finalement, pénalité pour nous, Jaminet nous donne 3 points encore, 11-3. Marcus Smith tape un chandelle, Stewart le récupère. Oh zut, ils sont dans nos 22. Itoge se fait découper par Dupont, Jelange récupère le ballon, Dupont dégage et maintenant on est dans leur 22. Relance de Jaminet, passe à Villiers en avant. Ça nous fait 3 ou 4 maintenant, mais c'est pas grave. Temps fort anglais, pénalité pour eux, 11-6. Gange a déjà fait 64 mètres en 30 minutes. Ok, mais il va être fatigué plus tard. Ils sont quand même un peu bruyants pour l'instant, les English. Champ libre pour Marcus Smith et Fairbanks. Heureusement, Villiers est là pour les accueillir. Pénalité de 58 mètres est ratée par Jaminet. Ficou nous chope un ballon à 36 minutes. On a une dernière chance de marquer avant la mi-temps. Et c'est Villiers, et après c'est Jelance, et après c'est Ntamak. Et oui, c'est Croc qui glisse son bras. Et c'est 18-6 le mi-temps. Et les Anglais, pour l'instant, ils n'ont jamais eu d'occasion. Tu as tout à fait raison. C'est une mi-temps, malgré tout, un petit peu à sens unique, même si la confrontation a été extrêmement
brutale au centre du terrain des deux côtés. Les Anglais avec cette drôle d'idée de faire relancer Genge qui était à côté de l'arrière à chaque fois et d'envoyer Genge dans la ligne, c'était vraiment pour casser du français, c'est clair. Bon, ça n'a pas marché. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont été extrêmement peu inspirés côté anglais. Et les Français, on va y revenir un petit peu, s'ils avaient été moins maladroits, ils auraient pu passer 30 points dans cette mi-temps. C'est absolument incroyable parce qu'ils ont fait plus d'en avant en une mi-temps que dans tout le tournoi. C'est absolument hallucinant. L'occasion quand Fickou se retrouve presque tout seul quand il perce au milieu, honnêtement, s'il l'attrape, il y a essai, à mon avis, à 95% de chance qu'il y ait essai derrière. Il y a eu plusieurs en avant dans des occasions extrêmement franches. Encore une fois, ce qui est génial avec cette équipe, c'est que ils s'énervent pas, ils ne doutent pas, ils y retournent et ça les fait pas douter de leur plan de jeu. Ils continuent après d'avoir des occasions significatives. Ok, ils refont en avant, mais ils savent qu'à un moment, ça va passer et ils ont avec eux la confiance. C'est ça qui est absolument génial sur cette mi-temps. C'est exactement pour ça que chaque fois je disais c'est pas grave parce que j'avais l'impression pour eux c'était pas grave. Ils savaient qu'ils allaient marquer par la suite. C'est vraiment marrant. On l'a très bien senti et d'ailleurs tourner à 18-6 après une mi-temps où tu as vendangé autant d'occasions, c'est quand même assez chanceux parce que même les deux occasions qui marquent, les deux essais qui marquent, qui sont tout à fait mérités, mais ils auraient pu aussi ne pas les marquer parce que sur les deux, il y a des ballons qui tombent certes en arrière et des passes qui sont pas tout à fait assurées sur les deux. Hein. C'est pas propre hein, les essais. Ils sont mérités, mais ça aurait très bien pu rebondir du mauvais côté. L'essai de Fickou, la passe rebondit quand même avant sur le sol avant qu'il l'attrape. Il finit le boulot, mais bon, on sait très bien qu'un ballon de rugby, ça rebondit pas toujours dans le sens où on l'attend. Hein. C'est pas comme un ballon de foot. Et l'essai de Kroos juste avant la mi-temps qui fait un bien incroyable au moral. C'est un essai quand même assez chanceux parce qu'il arrive à pousser le bras et à mettre vraiment un brin d'herbe sous le ballon et Jacob Pepper qui est bien placé la corde. Mais des essais comme ça, une fois sur deux, deux fois sur trois, trois fois sur quatre, t'y arrives pas en fait. Et juste avant, il aurait fallu que ce soit Ntamak qui marque quand il perce. Et puis il est repris in extremis et à ce moment-là, tu te dis, bien, ça va encore pas le faire. Kroos a ce petit coup de génie d'étendre le bras. Mais encore une fois, ces deux essais-là viennent avec peut-être un petit peu de chance quand même, compenser les malchances de tous les en avant de la première mi-temps. Et s'ils avaient eu la qualité technique qu'ils ont déployée pendant tout le tournoi, ou même, par exemple, la qualité technique qu'ils ont fait la première mi-temps contre les Blacks au mois de novembre, c'était 30-3 à la mi-temps. Hein, parce qu'ils les ont quand même outrageusement dominés dans les occasions, avec une confrontation physique relativement équilibrée, où ils n'ont absolument pas souffert dans les duels. Alors, ils ont dû y mettre beaucoup d'énergie, mais on n'a pas eu peur, en fait, de ces Anglais sur la mi-temps. Ouais, il y avait finalement quand Genge, en fait c'était assez marrant parce que quand il faisait ses percées, juste à la fin, quand il arrivait vers le contact, il y avait toujours un petit pas ou deux vers la gauche ou vers la droite. En fait, donc il évitait un peu le contact. Il y avait un seul fois, je pense qu'après son troisième ou quatrième, où il a vraiment foncé devant, et c'est celle-là où il a presque fait un peu de percée. Mais imaginons combien de kilomètres il a fait parce qu'il fallait se remettre en arrière, il fallait retourner avec tous les arrières pour se remettre en position. Il a fait des kilomètres, le gars. Donc Oui, tout à fait. Genge qui avait fait un match assez extraordinaire la semaine précédente contre les Irlandais et on avait un petit peu peur de sa performance en mêlée fermée. Et finalement, il a été quand même plutôt étouffé et on l'attendait dans le secteur plutôt de la mêlée fermée et de la confrontation au près. Ils ont choisi de le faire courir. Bon, assez peu concluant. Après, ce que les Anglais ont fait dans cette mi-temps, c'est que, et on le savait, ils ont très vite testé Jaminet sur les ballons hauts. Il a pris des ballons hauts, une pluie de ballons hauts pendant tout le match. Il en a loupé un ou deux, mais franchement, il a été super bon. Il s'est pas échappé. Il l'a pris la plupart, avec quand même pas mal d'autorité. Après, statistiquement, ils peuvent pas non plus en prendre 100%. Et les quelques fois où il n'a effectivement pas pris le ballon, c'est aussi parce que les ailiers anglais jouaient bien le coup et venaient vraiment le gêner et eux ont pris le ballon. Ouais, Stewart, notamment en deuxième mi-temps, ça a été assez flippant quand même. Ça. Ouais, Stewart, il est quand même quelque chose. Allez, on continue au match. On voit avec le démarrage de ce deuxième mi-temps, le première occasion English sur nos 5 mètres. Mais non, vous ne passerez pas, monsieur. Et boum, Jelange fait un super plaquage. Trop de fautes contre nous et c'est vraiment tendu.
Plaquage par le slip de Penaud sur Marchand et le grand Stewart marque les Anglais dont les stades sont super contents. 18-13. Les finisseurs sont arrivés vers les 50 minutes. Petit temps fort English, mais boom goes je lance encore avec un autre joli plaquage qui fait très mal. Stewart bon dans les airs encore lui. Jab par l'attaque blanche, toujours sur les épaules dures de notre 15 de France. Ficou nous chope un ballon et c'est nous qui à l'attaque. Jaco Pepper siffle un pénalité contre lui-même, obstruction. Et on est sur la droite avec Penaud qui a le ballon en main. Tout le monde rate le plaquage contre lui. Aldrit attaque le trou tout droit. Dupont le suit. Essaye Dupont 25-13. Le match continue avec des super jeux de pied de Dupont et un drap. Quoi? Pourquoi? Et en plus, c'est contré. On n'a pas encore gagné le match, les garçons. On a encore 15 minutes à jouer. C'est nous, les Anglais. On répète les fautes. J'ai un coup de stress énorme. Ils sont presque là. Mais les Anglais n'arrivent pas à aplatir. On voit dans notre on-but encore un grand coup de pied de Jaminet. C'est comme un bouffée d'air frais. Les Anglais avancent sur nous. Marcus Smith, coup de pied à suivre. Et Villiers nous sauve. Ils volent le ballon destiné à le grand Stewart. Mais tout ce qu'ils essaient, les Anglais, ça ne passe pas par notre défense qui est fière comme un coq. Dernière mêlée, on le gagne. And who's the boss? C'est la France, 25-13. C'est des larmes et des gros câlins partout, car c'est le Grand Slam, baby. Ouais, alors moi, je vous l'ai pas dit, j'étais dans le stade, bon, tu le sais, toi, Thierry. Ouais. Donc, c'est vrai que là, l'ambiance était montée progressivement et c'est vrai que dans les 5 dernières minutes, on sentait très bien que, voilà, ça pouvait plus nous échapper. Donc, il y avait une ambiance, mais effectivement, magique dans le stade qui était plein comme un œuf. Tout le monde avait envie de ça. Quand on regarde par rapport à ces 2 dernières années où on a eu des stades vides avec des bâches, etc., et où ça sonnait creux dans le stade, etc., j'imagine que pour les joueurs et pour ceux qui ont vécu ça sur la pelouse, ça devait aussi être un événement tout à fait hors du commun. On a vécu une mi-temps quand même assez stressante parce qu'ils n'ont jamais été très loin au score, mais quelque part, la domination française était assez évidente et plus ça a été, plus la performance défensive en ayant pris le score et en n'étant jamais vraiment mis en péril à part sur l'essai, mais le reste du temps, même quand ils ont été près de nos lignes, on a défendu de manière remarquable sur les pénaltouches, on a défendu de manière remarquable au centre du terrain, on a gratté, on a fait des séquences défensives dès le début de la deuxième mi-temps. Les Anglais qui ont une pénalité qui est prenable au pied choisissent d'aller en touche pour essayer de marquer un essai assez vite et de prendre le score, etc. Et là-dessus, ils se prennent une défense énorme et ils repartent dans leur camp. On a quand même, je trouve, manqué un petit peu d'imagination offensivement, en particulier avec le jeu au pied, parce que eux, ils nous ont arrosés sur des ballons hauts en permanence. On s'est mis à faire un peu pareil. Du coup, on leur a rendu énormément de ballons. Et moi, je trouve que j'aurais aimé qu'on porte un petit peu plus le ballon, ou au moins qu'on alterne les jeux au pied et qu'on fasse notamment des jeux au pied courts dans le dos de la défense, qu'on n'a quasiment jamais fait. Ce que Marcus Smith a très bien fait en deuxième mi-temps 2 fois, et ça nous a foutu le feu à chaque fois. Et comme tu as dit, Villiers chipe le ballon, mais c'est miraculeux ce qu'il fait. Et ça prouve que ce joueur-là, il est obsédé par le ballon et par l'envie de tout nettoyer là où il est, quoi. Il est absolument incroyable, mais ce truc s'est passé à une vitesse mais supersonique, et qu'il attrape le ballon et qu'il se rebarre dans l'autre sens, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est un miracle. C'était absolument dingue cette action. C'est comme un pickpocket à la gare, quoi. C'est un pickpocket. Et même l'ailier, je pense qu'il a dû dire mais merde, où est passé le ballon? L'anglais, il devait absolument pas avoir du tout compris ce qui s'était passé. Enfin, en tout cas, moi j'ai évidemment complètement adoré cette deuxième mi-temps. L'essai, c'est vraiment la spéciale Dupont. C'est-à-dire que Dupont, qui s'est fait un petit peu oublier tout le match en étant précis, en étant présent, mais qui avait assez peu tenté lui-même, il a défendu comme un lion, il a découpé autour des regroupements, mais on dit on a un plan anti-Dupont, c'est surtout lui qui a un plan anti-anglais, parce qu'il les a secoués comme des pruniers autour, c'était quelque chose. Et cet essai, il est génial, parce que c'est effectivement une belle action un peu en travers, mais qui angoisse un peu les Anglais de Penaud, qui arrive sur un petit regroupement, et puis Aldrit qui trouve un trou de souris, et effectivement, quand il se retourne pour faire jouer, t'as Dupont qui est là, dans l'axe, et il y va, quoi, on va pas dire en marchant, mais quasiment. Et en fait, quand il y a une petite brèche qui se crée par un avant
et que la défense est un petit peu étirée et que Dupont est au soutien, il y a essai en fait. C'est impressionnant. Je pense que ça a été une libération aussi pour eux tous, parce qu'au moment où ils prennent 25 points, ils se disent ça peut plus vraiment nous échapper quand même. Et on a senti crescendo la force, la confiance, la joie monter aussi, et c'était très significatif dans le stade. Progressivement, les gens se mettaient à sauter, à chanter. Ils ont lancé des Marseillaises dans le dernier quart d'heure, et c'était pas tant pour les encourager que pour fêter ça, parce que d'une certaine manière, c'était déjà fait, quoi. Voilà. Ouais. Oui, j'imagine que ça devrait être un moment magnifique. Moi, j'étais chez mon cousin, on fêtait ça, mais on était tous super contents. Mais en fait, c'était marrant parce que par rapport à la semaine dernière, qui a été un match, on va dire en anglais, grinded out. C'est vraiment, où il y avait aucun star la semaine dernière. Cette semaine-là, c'était le même, c'était grinded out, mais cette fois, il y avait tout le monde, c'était un star en fait. Ficou avait un match avec 2-3 récupérations de ballon. Dupont, avec les nombres de plaquages qu'il avait, 14, un truc comme ça. Incroyable. Les troisième ligne en général, tous magnifiques. Ouais, les coachings ont été remarquables. Les remplaçants ont fait des super entrées. Movaca, quand il rentre plusieurs fois, il fait des très belles marches avant. Faut se rappeler que c'est lui qui avait été titulaire sur le match des Blacks au mois de novembre, qui a fait un match exceptionnel. Donc le fait que Julien Marchand lui ait repris sa place, ça prouve quel client c'est dans le groupe aussi, et le niveau de confiance qui est donné à Julien Marchand. On a une équipe, un effectif, mais on a 2 mecs par poste qui sont absolument tous plus incroyables les uns que les autres, quoi. C'est-à-dire, quand t'as Marchand qui sort, c'est Movaca qui rentre, et les mecs se disent, mais putain, c'est pas possible, quoi. Ça s'arrête quand? Cretin fait une bonne rentrée. Enfin, ils font tous le job, quoi. Le job à 100%. Ce qui je trouvais assez sympa quand même, je reviens sur cette idée de, tiens, ils n'avaient pas de tout peur du moment, et ils étaient là pour accepter ce moment-là, et ils avaient envie de briller tous. Et je trouve qu'ils avaient beaucoup de confiance en eux, et je trouve que ça se voyait. Ouais, ce que tu dis est très juste, et je pense que c'est le grand défi qui attend cette équipe, parce que maintenant, son talent, sa classe, sa profondeur de banc, sa confiance, son savoir-faire, a explosé là de manière maintenant définitive aux yeux du monde du rugby. C'est-à-dire qu'avec ce grand chelem en plus, y compris en ayant eu parfois des moments difficiles comme la première mi-temps où on fait tomber 3-4 en avant sur des occasions nettes, dans l'histoire du rugby français, on perdait toujours ces matchs-là. On pleurait, c'était good game à la fin, les Anglais enquillaient, on perdait 18-17 en disant putain, on a été meilleur qu'eux, quoi. Ouais. Et c'est l'histoire du rugby français, ces défaites-là. Et là, ce sont des victoires à chaque fois, y compris quand on a les trous d'air. Donc, on a complètement changé de mentalité et renversé la table et le logiciel mental des joueurs de rugby français qui avaient historiquement le panache dans la défaite, quoi. C'était toujours des losers magnifiques. Alors, bien sûr, il y a eu des grands moments de succès, etc. Mais combien de fois on avait le panache d'être ceux qui ont perdu en étant les meilleurs? Et ça, c'est terminé avec cette équipe-là. On l'a beaucoup dit, mais c'est une génération où ils ont été champions du monde U20, etc. Donc, ils ont appris à gagner de bonne heure. Il faut aussi se rappeler qu'il y a une ossature quand même très importante du Stade Toulousain qui paye en ce moment quand même l'absence de ses joueurs par sa place au classement de top 14. Les clubs jouent vraiment le jeu, c'est-à-dire que tout le monde soutient l'équipe de France, et ça change tout. Mais aussi, tous ces jeunes joueurs, ils sont champions de France, ils sont champions d'Europe avec le Stade Toulousain. Et ça compte, en fait. Ils empilent de la maturité, de la confiance, et ils ont peur de personne, en fait. Maintenant, ils ont mis 40 points au Black à Paris. Ils ont battu les Anglais en finale pour faire le Grand Chelem. Ils ont plus peur de rien. Donc, comment est-ce qu'on gère ce risque-là, puisque au rugby, quand tu deviens trop sûr de toi, tu perds. C'est tout le travail fantastique qu'a à faire Fabien Galtier et son staff. Ouais, c'est marrant parce que dans les pays anglophones, ils disent tous, ça dépend quelle France va, what France is going to show up. Tu sais jamais avec l'équipe de France, tu sais jamais s'ils vont gagner ou s'ils vont être magnifiques et beaux, ou s'ils vont perdre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, it doesn't matter what France is going to show up, parce que la France, ils arrivent et ils sont là pour gagner, point. C'est ça. Et ça, c'est vraiment fantastique. Mais c'est une révolution culturelle. C'est une révolution dans le rugby français.
Tiens, tu disais merci à Fabien Galtier. Moi, je voulais dire merci à ses lunettes, hein, parce que c'est ça qui lui permet de voir le talent, hein, et dans ces garçons qu'il choisit. Et je trouve ça trop chouette. Et aussi, je l'aime bien quand il est devant le micro, devant le match. Il a l'air d'avoir 15 ans, le mec. Il est vraiment content d'être là. Il est fier de son équipe et ça voit qu'il est là avec beaucoup de plaisir et que lui aussi, il apprend de l'élan, il prend de l'auteur, on va dire, par rapport à sa poste. Et voilà, et je trouve qu'il se sent à l'aise lui-même aussi. Alors, il se dit qu'il serait en train de se prolonger son contrat jusqu'en 2027, c'est-à-dire faire la prochaine Coupe du Monde et la suivante. Ça va être long, hein, mais en tout cas, moi je trouve que on doit évidemment rendre hommage à ce staff tout entier, parce que je pense que Raphaël Ibanez, qu'on voit un peu moins, est très important dans le dispositif aussi. Ibanez, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié pour ses qualités humaines, de leadership naturel, on va dire, quand Galtier est plus un technicien froid, mais un technicien absolument hors pair. Donc, à eux deux, pour moi, ils ont un attelage, ils ont réussi à construire autour d'eux un staff qui est manifestement équilibré et performant. C'est évidemment leur grand succès. Et quand on voit sur les derniers mandats, en particulier celui de Jacques Brunel pendant la dernière Coupe du Monde, etc., à quel point parfois on se demandait quand même comment on pouvait avoir un mec pareil à la tête de l'équipe de France, etc. On a fait un pas de géant dans le management de l'équipe, mais un pas de géant. Et ça fait plaisir de voir aussi leur relation entre l'équipe et le staff. Et ils sont vraiment soudés. Ouais, à la fin du match, c'était sympa de voir sur les grands écrans tous les mecs qui se tombaient dans les bras, etc. Bon, quand ça gagne, en général, c'est comme ça. Hein. Ce qu'il faut dans ces équipes-là, avec des staffs étendus et des sportcos avec beaucoup de monde, c'est quand ça perd que c'est intéressant, les relations entre les gens. Quand ça gagne, tout le monde est content. Quand ça paume, est-ce qu'on commence à se tirer dans les pattes ou est-ce qu'on se serre les coudes ? C'est ça la question. Ouais, tout le monde est content. Il y a aussi bonne nouvelle, ils gagnent 200 000 euros en fait chacun aussi. C'est un joli somme pour des mecs, surtout pour des joueurs de rugby. Ils gagnent pas 1 million par an non plus. Donc je suis c'est une demi-journée du salaire de Mbappé. C'est ça. Ou de Michael Jordan, ou même de Tom Brady, mais c'est pas encore le moment. En parlant des choses un peu américaines, je me suis dit, est-ce que c'est le meilleur tournoi de tous les ans, tu vois? Je pense que il y a le Super Bowl quand même, parce que ça s'appelle le Super Bowl, c'est numéro 1. Aux États-Unis, on a un truc qui s'appelle le March Madness, c'est la folie de mars, c'est les 64 meilleures équipes de basket universitaire qui se jouent les uns contre les autres, et c'est un truc de malade. Et ça, quand même, c'est quelque chose. Mais je pense que le Six Nations, franchement, c'est magnifique. Oui, c'est le Six Nations, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'à la fois, il y a peu d'équipes. Et à la fois, c'est une compétition qui dure quand même relativement longtemps parce qu'elle s'étale sur 2 mois. Et moi, ce que j'adore dans cette compétition, c'est le parfum un petit peu printanier qu'il y a à la fin. C'est-à-dire là, on voit bien que c'est pas tout à fait la même ambiance. On commence en hiver et puis peu à peu, on s'avance vers les beaux jours, les feuilles qui repoussent un tout petit peu dans les arbres, les oiseaux qui chantent, et puis c'est la finale du tournoi. Et c'est toujours les mêmes sensations d'avoir le plaisir de commencer le tournoi, et on sait que quand on va le finir, ce sera le printemps. Voilà, c'est presque un petit peu poétique. Ah ouais. Et en même temps, ça dure depuis 100 ans. C'est ça aussi qui est génial dans cette compétition, c'est que c'est complètement intemporel. Donc, moi, je pense que le tournoi qu'ont fait les Français là, alors il y a bien sûr les aficionados parleront du grand tournoi de 77, c'était une toute autre époque, hein, mais effectivement, la grande équipe de Jean-Pierre Rive, etc., qui avait fait le Grand Chelem de 77, ça reste une épopée absolument extraordinaire. Je pense que celle-là est pas loin en termes d'impact sur l'histoire du rugby français, tant elle vient vraiment couronner une génération d'exception qu'on risque de ne jamais revoir. Je pense qu'on tient là le potentiel d'équipe de France qu'on ne reverra peut-être jamais, ou en tout cas, c'est probablement ce qu'il y a eu de plus fort dans l'histoire de l'équipe de France à tous les postes, avec une telle profondeur de banc et un tel esprit d'équipe et envie d'avancer ensemble. Je trouve que c'est incroyable à quel point les planètes sont alignées pour cette équipe, donc je pense qu'ils peuvent aller très très loin. Si on se prend à rêver, peut-être qu'ils peuvent être champions en 2023 et champions en 2027. Ils peuvent peut-être rater dès 2023, donc soyons humbles, mais je pense qu'ils ont de quoi, ils ont le matériau pour être champion du monde en 2023 et en 2027 et taper 3 ou 4 grands chelems entre les deux.
Voilà, je prends rendez-vous avec nos auditeurs en 2027. T'es à fond. Et c'est superbe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce match-là, on n'a pas vu le meilleur de l'équipe de France encore. On a encore une marge de progression qui est impressionnante. Mais notamment parce que s'ils n'avaient pas eu ces maladresses en première mi-temps, ils leur en passaient 40. Ils prenaient 40 points, les Anglais, 45, un truc comme ça. Si ils n'avaient pas fait tomber les ballons, alors que, honnêtement, le plus dur, c'est pas d'attraper les ballons pour des mecs de ce niveau. C'est de décaler une défense, d'arriver à avoir un trou, de passer dedans et d'être de l'autre côté de la ligne, ce qu'ils avaient fait 2 ou 3 fois en laissant tomber le ballon, ce qui est très rare pour des gens de ce niveau. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé alors de cette équipe d'Angleterre en face ? Oui, franchement, les Anglais sur ce match, ils n'ont pas à rougir parce qu'ils se sont quand même défendus, ils ont marqué, tout était contre eux. Le sens de l'histoire, le stade, une équipe plus forte en face. Eux, ils avaient quand même quelques absents, faut pas l'oublier. Il leur manque des joueurs cadres, Tuilagi, Owen Farrell, même si Marcus Smith est excellent et je pense qu'on n'a pas fini de le voir parce que c'est vraiment... c'est presque un demi d'ouverture français, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il joue de façon beaucoup plus variée et avec beaucoup plus de panache que les grands demi d'ouverture anglais qui étaient Rob Andrew, Johnny Wilkinson et même Owen Farrell, qui étaient des métronomes, qui étaient des joueurs d'une régularité diabolique extrêmement prévisible malgré tout, mais tellement performant que, prévisible ou pas, c'était bon quand même, quoi. Sauf que lui, il alterne beaucoup plus, il attaque la ligne, et je pense qu'il peut emmener avec lui une génération de joueurs anglais beaucoup plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Pour ça, il faut couper la tête d'Eddie Jones, qui, à mon avis, n'est plus du tout l'homme de la situation. Bon, dans tous les cas, c'est un des meilleurs Six Nations que j'ai jamais vu. Ça, c'est sûr et certain. On est un peu trop près, on va dire, de fin de ces choses-là, d'avoir un peu de recul, je trouve. Donc peut-être d'ici 2 semaines, on reviendra pour parler un peu des meilleurs moments, des meilleurs joueurs et toutes ces bonnes choses. Avec un peu de recul, ça peut nous faire du bien. Et puis, je pense pas, toi, que tu te souviennes d'avoir regardé aussi attentivement le tournoi Destination se termine par un grand chelem français, quand même. Oui, donc c'est sûr. Je pense qu'en 2010, je commençais à jouer juste. Ouais, j'ai commencé à jouer. Ouais. Et à propos, Thierry, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, finalement, grand chelem ? Grand Slam. Hein ? Alors, ça vient, figure-toi, de l'anglais, de l'anglais to slam. Et to slam, c'est quoi ? C'est écraser, écrabouiller, comment on pourrait dire ça ? Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, ça vient pas du tout du rugby. Ça a été transposé dans le sport, mais au départ, ça vient des cartes. Ça vient du bridge. Et quand tu fais tous les plis d'une donne, on te donne les cartes et que tu fais tout, tu fais un Grand Slam en anglais. C'est devenu Grand Chelem, je ne sais pas exactement pourquoi. Et ça a été transposé au sport, d'abord au tennis et puis ensuite au tournoi Destination, puisqu'on appelle ça les tournois du Grand Chelem. Mais nous, si on était des bons Français, on dirait en fait qu'on fait un capot, parce que quand on joue à la belote et qu'on fait tous les plis, ça s'appelle capot. Voilà. Donc d'une certaine manière, les Français ont mis les Anglais capot. Voilà. Ouais, tu sais, en parlant de ça, une fois, quand je suis venu en France à l'âge de... Je pense que c'était ma première année d'université. Et en fait, j'ai ramené un jeu de tarot. Et donc, j'étais dans un truc universitaire. On était 36 mecs sur le même étage. Et on jouait beaucoup à un jeu spade, qui est un peu comme le belote. Et après, j'ai appris à tout le monde à jouer à tarot. Et en fait, ça a devenu notre jeu de cartes à nous. Et en fait, il y avait des mecs qui tapaient sur ma porte à 2h du matin, dire « Hey, on peut emprunter le jeu de tarot, s'il te plaît ?» Bon, dans les autres news, donc il y avait quand même les U20. La France a aussi battu l'Angleterre 26-22. Donc bravo pour nos jeunes qui finissent 2e. En fait, c'est le Grand Slam. En fait, c'était Irlande qui l'a fait cette année dans la compétition des U20. Et on a beaucoup de rugby en ce moment parce que le Six Nations pour les femmes, ça commence la semaine prochaine. France va jouer contre Italie. Et donc peut-être aussi, on va voir un Grand Slam féminine. Qu'est-ce que t'en penses, Théo ? Écoute, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Maintenant, j'attends de voir. Hein. Commençons par gagner contre les Italiennes déjà. Donc en fait, juste pour le souvenir, en fait, on était plutôt bien pour notre équipe de femmes. On a gagné contre Nouvelle-Zélande 2 fois et aussi contre l'Afrique du Sud. C'était un Six Nations l'année dernière un peu différente avec en fait un match final nous contre l'Angleterre qu'on a perdu 10-6, mais un match très très serré. Donc voilà, bon, je pense que nous on va faire un petit pause quand même parce qu'on a fait pas mal d'épisodes là, donc on va peut-être rater celle d'Italie, mais on va revenir pour faire le point en 2 semaines sur les matchs France-Italie et France-Irlande de notre 15 de France féminine.
Oui, alors j'ai pas encore complètement regardé les compos, mais je vais m'y intéresser. C'est vrai que ces filles, on les voit arriver avec une envie et un talent énorme aussi, l'équipe française. Elles ont fait effectivement une tournée d'automne fantastique en battant les Blacks 2 fois, ce qui est quand même pas à la portée de tout le monde. Il reste les Anglaises à les battre, puisque c'est quand même l'équipe un peu qu'on a du mal à battre. Donc cette année, les filles, c'est mission British là. Faut y aller et il faut les battre absolument, mais on y croit. Ouais, ça peut être super si on fait un double Grand Slam, ça peut être sympa quand même. Ah, ce serait mythique. Donc nous, on va faire un petit pause pour la semaine prochaine. Donc on ne serait pas là pour parler du match France-Italie, mais on serait de retour en 2 semaines et on parlera de France-Italie et France-Irlande de notre équipe féminine. En plus de ça, en avril, Théo, tu sais ce qu'il y a de retour ? La Coupe d'Europe. Oui, exactement. Le EPCR est de retour en avril. Donc ça, c'est le 8e de finale. On a 2 week-ends pour regarder tout ça. Donc c'est une autre raison pour revenir rapidement. Et juste pour finir, un petit bravo à Jonathan Best et son équipe d'Algérie qui ont battu le Côte d'Ivoire à Toulouse. C'était leur dernier match de préparation. On leur souhaite vraiment bonne chance pour la suite dans les qualifications en juillet pour le Coupe du Monde. Et tiens, en parlant encore de rugby, il y avait le Six Nations Abyss qui a été gagné par les Georgiens qui ont battu l'Espagne. Pour la 5e fois à la suite, ils ont gagné ce tournoi, je pense. Ouais, les Géorgiens qui sont effectivement bien en tête de ce tournoi B, mais les Espagnols qu'on verra à la Coupe du Monde, Thierry. Et ça va être sympa. Ouais, absolument. Bon, mon Théo, c'était super de revivre ces moments avec toi. Encore un week-end avec plein d'émotions, plein de rugby. C'était génial. Oui, et puis mine de rien, le pack de potes trace sa route, puisqu'aujourd'hui, on enregistre notre 70e épisode, Thierry, si je ne me trompe pas quand même. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on espère que tous nos écouteurs, comme dit Thierry, et on adore ce terme, sont toujours aussi heureux que nous de passer ce petit moment autour de l'actu rugby, qu'on essaye de ponctuer avec un peu d'humour, un peu de sentiment aussi, parce que c'est ce qui nous plaît dans ce sport, c'est que c'est tout simplement l'histoire de la vie. En ce moment, l'équipe de France est tout en haut. Parfois, ça a été plus compliqué que ça, mais on les aime, ces équipes, on aime ces joueurs, on aime ces aventures, en fait, avec 15 gars qui vont se mettre un peu en danger quand même sur le terrain contre 15 autres, tout en buvant des bières à la fin. C'est notre culture et c'est ça qu'on aime. Super bien dit. T'es un poète, mon Théo. Je le sais. Allez, merci tout le monde. N'oubliez pas de partager sur les différents réseaux. Ça nous aide énormément. Merci beaucoup et à très bientôt, mon Théo. Allez, salut, bye bye. Salut Charlie, salut Alban. Ciao, ciao.